J'invite Marie-Léa Rolls, ici présente. Merci. Marie-Léa Rolls, vous êtes chargée de mission intelligence artificielle à la Direction générale des entreprises à Bercy. Vous donc suivez depuis Bercy les négociations sur l'AI Act et vous allez pouvoir nous parler des enjeux de transparence, de responsabilité et d'obligations réglementaires à l'heure de l'IA générative pour les entreprises. Je vous cède la parole, merci. Merci, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de pouvoir... Le micro. Plus près du micro, très bien. De pouvoir intervenir aujourd'hui et surtout de prendre la suite de toutes les interventions que nous avons eues jusqu'à présent. Je pense qu'il y aura quelques redites, mais c'est bien la preuve que nous sommes tous préoccupés par les mêmes sujets. Donc, ce qui est plutôt rassurant pour le travail que nous effectuons à Bercy dans le cadre des négociations sur le règlement. Alors, un petit point de contexte, donc on l'a déjà dit, la proposition de la Commission, donc la proposition de règlement de la Commission a été publiée en 2021. Le Conseil, donc les États membres, ont eux adopté leur orientation générale en décembre 2022. Le Parlement a voté ces amendements en juin 2023. Nous sommes depuis en phase de trilogue. Donc c'est un texte qui a quand même déjà 3 ans. En tout cas, sa base a déjà 3 ans. Et entre-temps, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, on a eu ChatGPT, qui a pas mal changé la donne en cristallisant les conversations autour des enjeux posés par les risques posés par l'IA générative en particulier. Qui n'étaient pas forcément ceux qui étaient au cœur des discussions au début, au moment de la publication du règlement en 2021, et surtout qu'il y a, il y a une prise en compte, une prise de conscience des enjeux liés à l'intelligence artificielle plus largement dans la société civile, qui impacte aussi nécessairement notre travail au sein du gouvernement et j'imagine aussi au sein de vos sociétés, de vos organisations. Avec des inquiétudes de la part des individus sur comment l'intelligence artificielle sera utilisée, comment elle les impactera, dont on ne tenait pas forcément non plus directement compte auparavant. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que certes, nous parlons beaucoup d'IA générative, de modèles de fondation encore plus ces dernières semaines, mais c'est que, et on l'a dit aussi à plusieurs reprises ce matin, l'IA, déjà, ce n'est pas que l'IA générative. L'IA, c'est une technologie qui est en plein développement. Et ce que nous essayons de faire avec ce règlement, donc pour une fois, on prend peut-être un peu de l'avance en Europe, en essayant d'anticiper ce que pourrait être l'IA demain. Mais il faut bien se laisser la place d'anticiper ce que sera l'IA demain, ce que sera l'IA après-demain, et de prévoir un cadre qui puisse couvrir tous les nouveaux enjeux de l'IA, ceux que nous ne connaissons pas encore aujourd'hui. Et donc le risque, en se concentrant trop sur l'IA générative et les modèles de fondation, c'est de ne pas avoir un cadre assez souple pour qu'il puisse être pérenne et de se retrouver avec un règlement qui sera obsolète dans 6 mois. Alors on a donné différentes dates pour l'application et l'entrée en vigueur. Je serais un peu moins optimiste que mes prédécesseurs. Si l'accord de mercredi, si on a un accord politique mercredi, il est indisputable qu'on a besoin encore de beaucoup de travail au niveau technique pour arrêter précisément ce que veut dire cet accord politique et comment ça se traduit en termes d'articles de règlement et d'obligations. Donc une entrée en vigueur, à titre personnel, je pense au mieux en 2024, et ce qui veut dire derrière un délai d'application, en tout cas côté français, on se bat pour qu'il soit long, pour permettre notamment aux entreprises d'anticiper, de se préparer à l'entrée en application et de faire tout ce travail dont on parlait un peu rapidement au moment de la table ronde, sur comment adapter les pratiques qui ont déjà été mises en place, les structures qui ont déjà été mises en place à ce nouveau cadre réglementaire. Donc on vise plutôt sur une application en 2027. Mais sous réserve bien évidemment de ce qui sera décidé mercredi. Mais donc voilà, donc un temps peut-être un poil plus long. Avec toujours cette idée d'avoir en 2027, le jour où les obligations commenceront à s'appliquer, des obligations qui soient toujours pertinentes et qui soient toujours à jour de ce qu'on fait à ce moment-là en termes d'IA. Donc c'est pour ça que la Commission avait adopté une approche que le Conseil a défendue par la suite et que côté français nous continuons à défendre. C'est-à-dire que c'est un règlement qui est une réglementation produit, donc qui approche l'IA comme un produit, donc un système d'intelligence artificielle qui va être mis en service ou mis sur le marché dans des cas d'usage particuliers. Et c'est ces cas d'usage que nous allons regarder pour savoir, pour identifier, donc ça a été rappelé aussi, on a différentes catégories de risques, donc interdits à haut risque ou les autres.
et d'aborder toute la réglementation de l'intelligence artificielle par ces cas d'usage et par ce niveau de risque, ce qui permet derrière, évidemment, d'adapter les cas d'usage en fonction de ce qui va se développer. Donc, et c'est prévu par le règlement, en tout cas dans les versions en cours de négociation, de pouvoir faire évoluer la liste des usages à haut risque pour en ajouter, mais aussi pour en retirer en fonction de ce que deviendra la pratique. Donc, une réglementation produit. Ce qui veut dire aussi qu'elle ne remplace pas les règlements horizontales, donc tout secteur confondu, parce qu'on l'a bien vu, l'intelligence artificielle va tous nous concerner, et donc qui n'a pas vocation à remplacer les réglementations sectorielles, qui va venir s'y ajouter, ce qui, on l'entend tout à fait, ajoute de la complexité, malheureusement on ne peut pas faire autrement, et qui ne va pas non plus remplacer d'autres textes comme le RGPD, donc ça a été mentionné, ce qui va aussi demander un certain travail d'articulation. Et qui ne distingue pas non plus entre privé et public, à part donc, pour des cas d'usage particuliers, mais qui, comme prémisse, englobe les deux. Et donc, on l'a dit, c'est un peu le mot-clé qu'on ressort régulièrement, c'est une approche par le risque, donc on regarde le cas d'usage, niveau de risque, etc., sans rentrer là-dedans. Et donc, ce qui, en tout cas, nous semble être la meilleure manière d'appréhender, de poser les bases d'un cadre réglementaire de l'intelligence artificielle, de pouvoir le faire évoluer par la suite, et aussi en ayant cette approche un peu graduelle, de s'assurer qu'il n'y a pas de ne pas non plus surréglementer, de s'assurer, et c'est particulièrement une position côté Bercy, donc forcément, et encore plus à la Direction générale des entreprises à laquelle j'appartiens, s'assurer que la charge administrative qui résultera de ces obligations pour les entreprises reste tout à fait mesurée, proportionnée, qu'il n'y a pas de doublons inutiles. Alors, vous n'en serez peut-être pas convaincu à la lecture du texte, mais c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Et dernier point peut-être sur ce contexte, c'est que du coup, ce règlement n'a pas vocation à être le seul texte qui réglementera l'intelligence artificielle en Europe. Non seulement donc on a celui-là aujourd'hui, on sait déjà qu'on va avoir une directive qui traitera des questions de responsabilité civile extra-contractuelle, qui a été mise sur pause dans l'attente des conclusions des négociations sur règlement, spécifiquement pour s'assurer qu'il y aura, tout ce cadre réglementaire restera cohérent. Mais donc on a déjà un deuxième texte qui est prévu. Et on en aura forcément par la suite parce que c'est un sujet tellement mouvant qu'on ne peut pas aujourd'hui traiter tous les problèmes, régler toutes les problématiques qu'on rencontre. Et c'est un peu le message que nous essayons d'envoyer, notamment sur la question des modèles de fondation, c'est qu'à vouloir couvrir trop de sujets et aller trop vite et trop devancer ce qui est en train de se faire, on risque de mal réglementer et on préférerait un peu de prudence. Sur la question plus particulièrement de la transparence, on l'a déjà un peu évoqué aussi, je pense en tout cas on peut distinguer 3 niveaux de transparence. Donc tout d'abord il y a la transparence au niveau des systèmes d'IA eux-mêmes, et tout ce qu'on a pu dire sur la traçabilité, la compréhension du fonctionnement des systèmes, la transparence sur la chaîne de valeur, parce qu'on sait que c'est des chaînes de valeur qui sont extrêmement complexes, qui font appel à de nombreux acteurs qui vont avoir des responsabilités différentes et une maîtrise différente du système. Et enfin, et c'est peut-être ce qui est plus particulier avec l'IA générative, la transparence vis-à-vis des utilisateurs. Alors, le texte, a priori, ne devrait plus parler d'utilisateurs, mais de déployeurs, pour le dernier maillon de la chaîne, pour justement faire ce distinguo avec l'utilisateur final, les personnes physiques qui interagiront avec les systèmes. Pour la transparence au niveau des systèmes, on va parler de la transparence au niveau des systèmes à haut risque, parce que finalement, c'est le cœur du règlement. Et on va avoir tout un jeu d'obligations. Donc là, je vais parler en termes assez généraux parce qu'on n'a pas de texte abouti encore, mais c'est pas vraiment ce point-là qui fait le plus débat aujourd'hui. Mais des obligations en termes de qualité des données, notamment des données d'entraînement, de validation et d'évaluation. On va avoir toute une documentation technique qui va devoir être rassemblée. On parlait de l'annexe 4. Effectivement, l'idée, c'est de pouvoir expliquer comment le système d'IA fonctionne. Cette documentation technique va devoir être fournie, notamment aux autorités, qui vont s'assurer, vérifier la mise en conformité du système. Ça veut aussi dire tout un système de mise en conformité qui va devoir être mis en place avec une évaluation des risques, des prises de mesures d'atténuation ou de gestion de ces risques. De la mise en conformité qui va se poursuivre aussi une fois le système mis en service ou mis sur le marché, donc il ne s'arrête pas au moment où le fournisseur donne le système d'IA au prochain maillon de la chaîne, des systèmes de gestion de qualité qui vont devoir être mis en place aussi,
des obligations en termes de supervision humaine. Donc de pouvoir permettre la supervision, enfin une supervision par l'homme des systèmes d'IA, ce qui veut aussi dire que la personne qui supervisera le système doit pouvoir être capable de comprendre son fonctionnement et de comprendre le résultat, enfin l'information que lui donne le système à la sortie, et de prendre une décision par rapport à cette information. Et ça va être aussi la production, la transmission d'instructions détaillées pour s'assurer que les systèmes seront utilisés conformément à leur destination et conformément aux modalités prévues par le fournisseur, ce qui peut sembler relativement évident. Enfin, j'imagine que ça se fait dans de nombreux domaines, mais tout ça va permettre d'assurer, de garantir une maîtrise de la continuité, une continuité de la maîtrise du système, quelle que soit la personne qui opère sur celui-ci. Donc, ce qui derrière se traduit en termes de transparence sur la chaîne de valeur. On va avoir la plupart des obligations qui vont être prises, s'imposer aux fournisseurs forcément, mais avec également des obligations qui vont s'imposer aux distributeurs, aux importateurs et derrière aux déployeurs, donc qui sera le dernier, celui qui va véritablement mettre le système en service et l'utiliser dans sa finalité déterminée. Et notamment des obligations d'information si les maillons aval de la chaîne identifient des risques, de faire remonter l'information au fournisseur pour que celui-ci puisse agir en conséquence. Le déployeur va aussi pouvoir agir pour gérer les risques s'il en identifie que le système en l'état ne lui permet pas de traiter tout seul. Et donc peut-être rapidement sur la question des modèles, je vois. Sur la question des modèles, qui fait l'objet, qui est un peu au cœur des débats aujourd'hui. Donc la position française a pu être caricaturée. C'est pas que nous ne voulons pas des modèles dans le règlement. Si nous considérions, Renaud Vedel l'a rappelé au début, c'est que du moment que les modèles sont intégrés dans des systèmes d'IA à haut risque, forcément le déployeur ou le fournisseur de système d'IA à haut risque va vouloir pouvoir garantir la mise en conformité de son système, du produit qu'il fournit, et donc partant va privilégier des modèles qui lui permettent de garantir cette mise en conformité. Et donc, par ce biais-là, les modèles se mettraient eux-mêmes en conformité. Enfin, en tout cas, c'est la position que nous soutenions côté français, qui n'a visiblement pas trouvé l'écho que nous espérions. Mais en tout cas, quelle que soit la manière dont nous voyons les choses et dont nous approchons la question des modèles, il n'en reste pas moins que côté Parlement, comme côté français, comme côté Conseil, l'idée, c'est bien de contribuer à cette transparence. En fait. Si on veut intégrer les modèles dans le règlement aujourd'hui, et si nous proposions des codes de conduite, c'était là aussi pour renforcer la transparence et s'assurer que tous les maillons de la chaîne prennent à leur charge les responsabilités qui leur incombaient. Est-ce que j'ai encore... je vous propose qu'on prenne des questions, sauf si vous avez un point absolument... Alors peut-être pour l'IA générative, voilà. Vraiment une minute sur la transparence vis-à-vis des individus. Donc là, pareil, c'est prévu dans le règlement. Donc il va y avoir une obligation d'information vis-à-vis des personnes physiques lorsqu'elles interagissent avec un système d'IA. Alors là, et pour le coup, on n'est pas sur du haut risque. C'est du moment, dès lors qu'un système d'IA interagit avec un individu, on va devoir informer cet individu qu'il interagit avec un IA, un système d'IA. Donc ça va être par exemple le cas des chatbots. Et derrière, on a aussi des dispositions pour lutter contre la propagation des hypertrucages, des deepfakes. Pour là aussi une obligation de marquer le contenu comme artificiellement généré ou manipulé, lorsqu'il pourrait induire en erreur quant à son authenticité ou sa véracité. Donc voilà, pour les 3 niveaux de transparence. Merci beaucoup. Je vous propose de prendre une ou 2 questions. Oui, monsieur. N'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour, merci. Rajesh Attila, Sorbonne Université, ancien membre du groupe d'experts européens sur l'IA, entre autres. Alors, merci pour votre exposé. Et ça me permet de poser une question. Concernant les industriels qui sont dans cette salle, est-ce que la position française ne leur fait pas porter une double responsabilité? Une responsabilité sur le produit final qu'ils ont entraîné à partir du modèle fondationnel, parce qu'ils ont ajouté un apprentissage sur quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, sur lequel ils n'ont aucune transparence. Et donc, la responsabilité du fait que ce modèle est de toute façon non robuste, comme on le sait, et donc, quand ils vont se tourner vers le producteur de ce modèle, il leur dira c'est comme ça, à prendre ou à laisser. Et l'équilibre des forces n'est pas exactement le même. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette, finalement,
est fait sur nos industries qui développent des applications qui vont les déployer, alors que ceux qui produisent les modèles de fondation, eux, ils n'ont aucune responsabilité dans l'affaire. Alors, c'est tout à fait l'argument du Parlement. Donc, ce que je disais, c'est donc on considère, enfin, effectivement, c'est exactement ce que vous disiez, c'est apprendre ou à laisser. Le fournisseur, développeur de modèles peut vous répondre ça, mais du coup, vous avez le pouvoir de dire je laisse. Et si tout un secteur industriel décide de laisser parce que le modèle ne fournit pas les garanties suffisantes pour derrière vous permettre de vous mettre en conformité, c'est là aussi un impact. Donc la dernière position française, donc je sais que les documents fuitent énormément sur ce sujet, donc j'imagine que vous l'avez tous vu, il y a eu un non-papier qui a été signé avec l'Allemagne et l'Italie, où on proposait la mise en place de codes de conduite pour adresser notamment ces enjeux de transparence, sachant que ça fait aussi écho aux travaux qui sont menés dans le cadre du processus d'Hiroshima, qui adopte un peu la même démarche, code de conduite volontaire, avec notamment pour traiter de la transparence sur l'ensemble de la chaîne. Ce qu'on a un peu oublié dans la discussion en se concentrant sur les modèles, c'est que, et ça pour le coup c'est une introduction française vu que ça a été fait sous la présidence française de l'Union européenne, le Conseil a ajouté dans le règlement IA une section dédiée aux ce qu'on appelle les systèmes d'IA à usage général, les GPI. L'idée, c'était précisément de quand un fournisseur, enfin on va fine-tuner un système, alors là on parle de système parce que on avait encore cette approche de on regarde les produits, donc les systèmes, et pas les modèles qui relèvent plus de la recherche et du développement. De quand on récupère, enfin on utilise un système d'IA à usage général, donc qui, de par son nom, en fait, n'a pas vocation à être utilisé forcément dans une utilisation à haut risque et donc n'est pas concerné par le règlement. Si on le fine-tune pour un usage à haut risque et que ce fine-tuning pour un usage à haut risque est permis, parce que du coup le fournisseur de système d'IA à usage général peut exclure de telles utilisations, alors ce fournisseur de système d'IA à usage général doit prendre à sa charge une partie des obligations, parce que justement c'est lui qui a la maîtrise du système et qui va pouvoir, enfin, de manière assez logique, assurer la mise en conformité plus facilement que le fournisseur aval qui lui va affiner l'utilisation du système. Donc c'était quelque chose, enfin c'est un sujet qui nous préoccupe aussi côté français, vu que nous avions poussé pour cette introduction-là, à savoir comment ces obligations aujourd'hui, donc pour les systèmes à usage général, vont s'articuler avec ce qui est en train d'être intégré dans le règlement pour les modèles à usage général, avec quel schéma on va se retrouver à la fin. Je suis incapable de vous le dire aujourd'hui, mais il y avait bien cette idée côté français également de faire en sorte que l'ensemble de la chaîne de valeur prenne sa juste part des responsabilités, pour ainsi dire.